Écoutez, je vous propose du coup qu'on démarre. Les personnes pourront nous rejoindre en cours de route. Alors, donc, bienvenue à ce dernier webinaire, donc, qui est le dernier d'une série sur un cycle qu'on a commencé en septembre. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser à l'ichthyose du Golden Retriever, donc, que l'on dépiste grâce à un test ICTA. Donc j'ai volontairement choisi cette maladie parce qu'elle a un petit cas particulier de sa fréquence. Donc nous verrons les incidences de cela au cours du webinaire. Donc un petit rappel sur cette maladie. Donc c'est une maladie de peau d'origine génétique. Une mutation a été découverte sur des travaux de recherche français, donc c'est important de le souligner, entre le CNRS de Rennes, le docteur Geiger et d'autres en France, ainsi que le laboratoire Antagène. Donc la mutation trouvée concerne le gène PNPLA1. Bon, ça n'a pas de grande importance, mais voilà, au moins vous le savez. Et donc cette maladie de peau se caractérise donc par une surabondance de pellicules sur le tronc et le ventre. Donc j'ai mis quelques photos. Les signes cliniques sont bien particuliers. Ils apparaissent très très tôt dans la vie de l'animal, dès 1 mois, donc entre 1 et 18 mois. On va voir apparaître en fait plutôt des grandes pellicules blanches, et puis qui au fur et à mesure vont se détacher de la peau et vont noircir dans les poils. Elles sont de plus ou moins grande taille. On remarque également un aspect de peau sale et écailleuse, et on dit aussi que les pellicules, lorsqu'elles sont présentes sur la peau, font des liaisons qui ressemblent à des écailles de poisson. Donc ça, c'est vraiment propre à l'ichthyose. On remarque également une hyperpigmentation, et ce sont évidemment donc des signes qui vont durer toute la vie de l'animal, et ça a son importance parce que du coup, en termes de prise en charge, ça va demander une hygiène accrue pour le propriétaire. Donc voilà pour les signes cliniques. Donc on est bien d'accord, hein, donc ça concerne, la mutation est bien présente chez le Golden Retriever, mais aussi sur tous les chiens apparentés. Donc je pense, hein, à des croisements qui auraient pu être faits avec des Golden Retriever. C'est toujours la même chose. Si un chien était croisé avec le Golden, il a pu transmettre la mutation à la descendance. Donc, particularité de la maladie, donc variabilité d'expression qui peut être différente d'un animal à un autre, enfin d'un golden à un autre. On va avoir des chiens qui vont avoir très très peu de symptômes, on va presque passer à côté, et puis on va avoir d'autres chiens qui vont avoir énormément de pellicules, ce qui va pouvoir causer de gros soucis en termes d'hygiène pour les propriétaires. Les symptômes peuvent évoluer au cours de la vie, et entre autres par les facteurs environnementaux. On verra que en fonction de l'alimentation, de l'hygiène qui est donnée aux chiens, les symptômes évoluent plus ou moins mal, entre guillemets. Par contre, autre chose, ce n'est pas parce que deux parents ont des symptômes très marqués d'ichthyose que leur descendance va elle-même développer des symptômes marqués. Là-dessus, il n'y a pas eu d'influence particulière des parents à la descendance. Au niveau des complications, donc là, effectivement, au cours de l'étude de recherche, donc les vétérinaires donc, qui ont pratiqué les travaux de recherche sont des vétérinaires dermatologues. Ils ont constaté quelques complications infectieuses. Ça reste des cas rares, je tiens à le souligner, parce qu'au moment où le test a été proposé, on a eu beaucoup de retours d'éleveurs mécontents, puisqu'on a parlé de complications infectieuses. Ces cas rares sont vus dans les travaux de recherche, mais dans la plupart des cas, on est bien d'accord, il s'agit de pellicules, et que la maladie n'est entre guillemets pas grave. Elle est contrariante dans le fait où la prise en charge de l'animal va se faire sur le long cours, que ça demande une hygiène importante pour le propriétaire, mais ce n'est pas une maladie grave à proprement parler. Donc, comme je vous le disais, donc la grande particularité de cette maladie, c'est sa fréquence. On estime aujourd'hui que 83% des chiens donc de Golden Retriever en Europe sont porteurs de la mutation. Donc c'est énorme. Et qu'il y a environ un Golden sur 3 qui développera la maladie. Donc, en conséquence, on estime que quasiment tous les chiens, tous les Golden Retriever que vous pourrez voir en clinique sont impactés par la maladie, soit en étant porteurs de la mutation, soit
en étant atteint d'ictiose. Donc, c'est important puisque du coup, il va y avoir donc un gros travail de sensibilisation à faire auprès des propriétaires de Golden Retriever ou de chiens apparentés. Donc, je rappelle, hein, l'ictiose est une maladie génétique dite récessive, ce qui veut dire qu'en gros, le chien homozygote normal, lui, comme d'habitude, il ne développera pas la maladie et ne la transmettra pas. Le chien hétérozygote ne développera pas la maladie, mais par contre transmet sa mutation. Et enfin, le chien homozygote muté, lui, va non seulement développer la maladie et va transmettre à 100% de sa descendance la mutation. Donc, en termes simplifiés, on dit que le chien homozygote normal est sain, l'hétérozygote est porteur sain, et enfin, l'homozygote muté est atteint. Donc finalement, quand et pourquoi utiliser le test ICTA en cours de consultation vétérinaire? La première chose, c'est un petit peu comme d'habitude, j'allais dire, pour du diagnostic. Alors, beaucoup de vétérinaires vont être capables de diagnostiquer une ictiose du Golden Retriever simplement à l'aspect de la peau. Comme je vous le disais, cette forme de pellicule ressemblant à des écailles de poisson, c'est vraiment propre à l'ictiose. Ils pratiquent aussi généralement des examens type raclage, côte peste, mais finalement, le test ictiose va bien venir confirmer le diagnostic qui a été fait par le vétérinaire. Et c'est aussi un autre moyen non invasif, puisqu'on va faire un frottis buccal, contrairement à une biopsie cutanée qui pourrait être faite sur le chien pour confirmer le diagnostic visuel. Donc ça, c'est le premier avantage du test. On peut le faire donc très très tôt et donc se fait assez facilement à un coût moindre, puisqu'il est à 75 € comme nos autres tests chez Antagène. Il va vous permettre également de réaliser un diagnostic différentiel, puisque parfois l'ictiose peut se confondre avec une dermatite atopique, qui sont souvent fréquentes. Là, au moins, on sait que c'est une ictiose et on sait derrière donc, quelle sera la prise en charge à prendre par rapport à cette maladie et surtout informer le propriétaire sur les conséquences de cette maladie pour lui. Donc, comme je vous disais, c'est ce qui va permettre une prise en charge rapide et adaptée de la maladie grâce au diagnostic par test ICTA. Donc, voilà pour ce qui est du diagnostic. Et ensuite, donc comme je vous le disais, c'est un pronostic dermatologique qui est réservé, puisque donc cette maladie sera persistante toute la vie de l'animal. Donc, il faudra bien prévenir le propriétaire qu'il y aura un traitement sur le long cours. L'idée n'étant pas de faire disparaître la maladie, puisque elle sera toujours présente, mais au moins d'en limiter les désagréments. Du coup, il y aura tout un conseil à faire en termes d'alimentation, de shampoing. Donc, au niveau de l'alimentation, ce qui est recommandé, c'est souvent des acides gras essentiels avec une alimentation enrichie en oméga 3. Voilà ce qui est préconisé. Et puis, bien évidemment, des shampoings hydratants, donc émollients, et des shampoings kératomodulateurs. Donc, il en existe plusieurs. Je n'ai pas de marque à citer. Je ne les connais pas en particulier non plus, mais ça, de toute façon, tout vétérinaire connaît les shampoings émollients, kératomodulateurs. Je sais que Virbac en fait. Enfin, voilà. Donc, il en existe plusieurs sur le marché. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qu'il faudra bien expliquer au propriétaire, c'est que ce traitement-là, il est à faire à vie sur l'animal. Donc, on va effectivement, grâce à ces traitements, réduire le nombre de pellicules présentes, ce qui sera, entre guillemets, une amélioration visuelle, esthétique de l'animal. Par contre, effectivement, pour le propriétaire, c'est une vraie contrainte puisqu'il aura un traitement à faire toute la vie de l'animal et de façon régulière et accrue. Donc ça, c'est vraiment la partie un peu compliquée et négative de cette maladie. Enfin, le test ictiose va pouvoir être proposé aussi en dépistage précoce. Alors effectivement, c'est une maladie qui arrive très très tôt et justement, l'idée c'est de dire, bah voilà, peut-être engager la conversation avec les propriétaires qui arrivent avec un jeune golden en cherchant à les questionner pour savoir un petit peu si l'éleveur a déjà parlé de la maladie, s'ils en ont entendu parler, s'ils ont peut-être déjà remarqué quelques pellicules. L'idée, voilà, c'est de savoir un petit peu leur niveau d'information par rapport à ça. Et puis, petit à petit, une fois que la conversation a été engagée, et ben leur dire, ben voilà,
il existe une maladie très fréquente. Il y a de fortes probabilités que votre chien soit porteur. Peut-être que ce serait bien de pratiquer un test ichtyose, déjà pour savoir s'il va y avoir une prise en charge à faire. Si oui, la mettre en place tout de suite. Et puis, s'il s'avère que le chien est hétérozygote, peut-être savoir ce que le propriétaire de ce golden veut faire avec son chiot. Est-ce que c'est un chien qui sera amené ou non à faire de la reproduction? Si oui, il y aura des conseils bien particuliers du fait de la fréquence élevée. On en reparlera un petit peu sur la transmission génétique et les fréquences élevées. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de les sensibiliser et puis petit à petit d'essayer de comprendre ce que les propriétaires veulent faire de ce chiot et donc les conseiller par rapport à une prise en charge adaptée. Et puis évidemment, dédramatiser aussi sur cette maladie, hein. C'est pas parce que c'est une maladie génétique qu'elle sera forcément grave, même si dans la plupart des cas, c'est bien le cas. Les maladies génétiques sont souvent des maladies graves. Là, c'est une maladie qui n'est pas grave. Le chien ne mourra pas de son ichtyose, mais voilà, elle est juste contraignante pour le propriétaire. Donc, comme je vous le disais, c'est un cas particulier l'ichtyose par sa fréquence très élevée, hein, 80% de chiens porteurs de la mutation et un chien sur 3 qui développera la maladie. Donc, dans ce cas-là, il faut bien garder en tête que si on enlève ces 80% de Golden Retriever de la race, du cheptel de la race, on va complètement réduire la diversité génétique et ce serait une catastrophe. Donc là, on va chercher à conserver la diversité génétique malgré cette mutation. Et donc, contrairement à ce qu'on vous dit habituellement, il ne faut pas retirer les chiens homozygotes mutés de la reproduction. On ne peut pas parce que sinon on réduirait de 30% la diversité. Donc on conserve les homozygotes mutés, on conserve également les chiens hétérozygotes, donc les porteurs sains, mais par contre, on conseille des accouplements bien spécifiques pour faire en sorte que dans les descendances, il n'y ait au moins pas de chiens atteints, qu'il n'y ait que des chiens sains ou porteurs sains. On est bien d'accord, encore une fois, hein, que le critère, la sélection d'un chien pour le mettre à la reproduction ne dépend pas que de la génétique, mais qu'on va prendre en compte effectivement les critères comportementaux, morphologiques, santé et autres. Donc quand je vous dis qu'on garde tous les chiens homozygotes mutés à la reproduction, on est bien d'accord qu'à côté de ça, si c'est un chien qui au niveau comportemental, morphologique n'a pas forcément d'attrait, dans ces cas-là, il vaut peut-être quand même mieux le retirer de la reproduction. Donc, les critères sont des critères généraux et pas uniquement santé ou pas uniquement comportementaux. Donc, qu'est-ce que ça donne en termes d'accouplement? Donc, je répète, sain, homozygote normal, porteur sain hétérozygote, atteint homozygote muté. Donc, soit évidemment, le meilleur des schémas, c'est l'accouplement, donc celui de droite, de deux chiens sains, puisque là, on est face à des animaux qui ne développent pas la maladie, qui ne transmettent pas. Donc, forcément, dans la descendance, on va avoir 100% de chiens sains. Le deuxième accouplement, entre guillemets, un des plus favorables, ce serait aussi d'avoir un hétérozygote avec un homozygote normal. Dans ces cas-là, dans la descendance, 50% de sains et 50% porteurs sains. Donc, vous voyez bien que dans ce schéma-là, on n'a pas de chien malade. Et enfin, le dernier accouplement qui peut être recommandé, c'est celui de l'animal homozygote muté, donc atteint, avec un animal sain. Et là, dans la descendance, vous aurez 100% de porteurs sains. Donc, ces trois schémas-là nous permettent d'éviter la naissance de chiots atteints. Donc, on commence petit à petit à réduire l'incidence de la maladie dans la race. On est bien d'accord qu'on va éviter, par contre, les accouplements de chiens hétérozygotes ou l'accouplement d'un chien hétérozygote avec un chien muté. C'est important de bien comprendre ça parce que c'est vrai qu'habituellement, dans les maladies récessives, on va conseiller d'éviter la reproduction de chiens atteints et porteurs sains. Or, dans ce cas-là, on a eu beaucoup de propriétaires et d'éleveurs qui sont revenus vers nous en nous disant « mais vous vous rendez compte, vous nous demandez de trouver un chien sain. Or, finalement, dans la population, il n'y a que 20% de chiens sains homozygotes normales. » Donc, c'était quasiment impossible pour les propriétaires. Donc, de ce fait, effectivement, ils avaient complètement raison. On ne peut pas partir de ce postulat-là qu'on écarte les atteints. Donc voilà, donc il faut
avoir en tête donc ces accouplements. On fait de l'accouplement raisonné et l'idée est de chercher à ne pas produire d'animaux malades. Donc sur sur ce webinaire, voilà, il était particulièrement, court aujourd'hui, mais voilà, il n'y avait pas de grosses nouveautés, j'ai envie de dire, sur cette maladie, sur ce test. On est toujours dans les mêmes problématiques, donc de diagnostic, prévention et puis, de conseils à la reproduction. Ce cas-là, je l'ai choisi parce que justement, on avait, cette particularité, d'une fréquence élevée et que du coup, le raisonnement était un petit peu différent de ce qu'on a vu par ailleurs quand on a étudié par exemple pas l'ichthyose, pardon, MDR1 ou PKD. Voilà, donc j'ai choisi voilà, volontairement. Après, hein, il y a plein d'autres tests, plein d'autres maladies qu'on pourra aborder. Il est fort probable qu'on repropose une série de webinaires sur la rentrée de 2020 et on abordera certainement d'autres maladies avec chacune à chaque fois une particularité. Je vous propose, comme d'habitude, de remettre les micros ouverts. Simplement bien faire attention à l'environnement autour de vous, qu'il n'y ait pas trop de bruit. Hop, donc voilà, j'ai ouvert les micros. Si vous avez des questions, je vous écoute. Donc, si j'ai bien compris, c'est comme pour le MDR1, c'est-à-dire qu'on va adapter l'accouplement. Alors, de toute façon, à partir du moment où vous avez une mutation présente, donc une maladie génétique, il va y avoir besoin d'adapter les accouplements. Donc nous, c'est ce qu'on va appeler des accouplements raisonnés. L'idée derrière ça, c'est de pouvoir justement réduire la fréquence de la mutation dans la race. MDR1, on est dans une maladie dominante. Donc, dans la maladie dominante, le chien, entre guillemets, hétérozygote, développe la maladie. Donc, on aurait tendance à dire en plus que dans MDR1, même le chien hétérozygote, il faut éviter de le faire reproduire, lui, pour le coup. Les fréquences sont moins élevées que chez l'ichthyose, mais à chaque fois, finalement, à chaque fois qu'on a une maladie génétique, il faut se poser la question, si mon chien est porteur de la mutation, idéalement, il faut faire des accouplements pour que dans la descendance, on ait soit des animaux sains, soit dans le pire des cas, des porteurs sains. Ah, Voilà, ouais. c'est un peu l'idée des maladies génétiques. Et c'est pareil pour PKD. Pour PKD, le chat qui est hétérozygote, on l'a vu la semaine dernière, lui pour le coup, il n'est pas porteur sain, mais il est bien atteint de la maladie. Donc on va plutôt l'écarter de Oui, la oui, bien sûr. reproduction. D'accord. Et comme pour les autres tests, on peut le faire dès le jeune âge? Tout à fait, ouais, ouais. Tous nos tests, hein, tous les tests génétiques peuvent être pratiqués dès le plus jeune âge. Comme je vous disais, la seule chose, pour que ces tests soient reconnus officiellement, il faut que l'animal soit tatoué ou pucé au moment du prélèvement. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, merci à vous toutes. En tout cas, pour celles qui étaient là depuis le début, merci d'avoir fait l'effort de suivre ces webinaires du début à la fin. J'espère que, en tout cas, ça a répondu à quelques-unes de vos questions. On compte, comme je vous le disais, remettre donc en place des sessions à la rentrée en 2020. Vous serez informés par mail, hein, comme les dernières fois. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a un peu aidé. Et puis, je vais mettre là le webinaire de la semaine dernière et celui d'aujourd'hui, comme d'habitude, en replay pour celles qui le souhaitent. Voilà, Merci beaucoup. merci à vous. Très bonne fin de journée. Au revoir.